ça tourne. Alors, avant de commencer le cours sur la paracha de Vaïgash, ouais, pour que je fais une petite introduction pour que vous compreniez ce qui va se passer derrière. Ouais. En fait, la paracha, je pense que dans tout ce qui existe de conscient chez l'homme, oui, qu'on a des forces du caractère, des convictions, du courage, de façon consciente. Ouais, ça veut dire tout ce qui fait partie des kochot hanefesh, c'est des forces spirituelles qu'on a en nous, hein, qui font partie de l'humain. Il y a aussi, ces forces, elles existent aussi les mêmes dans l'inconscient. Ça veut dire que sans que vous vous rendiez compte, derrière, vous avez les mêmes pulsions, ouais, inconscientes qui travaillent en fait et qui peuvent être stimulées par des situations de vie, mais qui ont des résultantes inconscientes chez nous et qui nous font décider des choses ou bien nous bloquer des situations ou des visions. On ne voit pas, on n'arrive pas à comprendre, à pas voir, on n'arrive pas, on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre, ouais. Et ça parce qu'inconsciemment il y a ce même travail qui se fait intérieurement. Oui. Après il faut savoir que c'est comme ça, que par exemple Kochot Hanefesh, je vous donne un exemple, euh, des choses qui sont cachées de l'homme, mais qui font partie des forces de l'homme. Je sais que le Rav Dessler, il amène cet exemple, il dit, au nom du Rav Israël Salanter, si par exemple quelqu'un, un Rav, il a deux élèves, ouais, il a un élève brillant, intelligent, qui comprend du tac au tac, duquel il est très fier, et qui vient chaque fois lui poser des questions, le faire évoluer le Rav par ses questions, ouais. Et il a un autre élève qui est bon, qui est inintéressant, qui comprend pas forcément, qui réagit pas au tac au tac, mais qui est son fils, tu vois. Et donc il a ces deux élèves. Bon bah il dit bah naturellement il est attiré par cet élève, bon pas forcément par son fils, parce que bon bah son fils il a rien à lui apprendre, ni il est obligé de lui répéter 50 fois la même chose pour qu'il comprenne, d'accord. Mais d'un autre côté, si un jour il y a un incendie et que se trouve son fils et son élève dans l'incendie, ah, il va se tourner vers qui? Son fils. Bah, vers son fils. C'est là qu'il y a des forces cachées dans l'homme, ouais, qui sont la fraternité, qui sont, comment vous dire, le rôle de père, qui sont là. Mais cette chose, cette valeur-là, elle ne s'exprime pas. Parce que manifestement, il n'est pas très attiré vers son fils, mais plus vers son élève. Donc il y a une partie extérieure, oui, qui est la conscience extérieure de la valeur que représente cet enfant par rapport à son fils, oui. Et d'un côté, il y a des valeurs intérieures, qui ne s'exprimeront pas dans la vie, on ne le sait pas, mais inconsciemment, elles sont présentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est un exemple pour vous expliquer on est aussi sous influence intérieure des valeurs qui sont construites en nous, mais qui ne sont pas exprimées forcément. Et elles sont manipulatrices. Et il faut même peut-être penser que la partie inconsciente de l'homme est beaucoup plus importante que la partie consciente. Que quand vous décidez des choses dans la vie, ou quand vous pensez des choses, oui, en fait, c'est peut-être articulé, au fond, par quelque chose qui est inconscient chez soi. Alors, dans l'exemple de la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaïgash, ici on voit que Yehuda, hein, dans cette paracha, au début de la paracha, il va faire une plaidoirie. Ça veut dire qu'il va venir devant Yosef, qui pense être le roi d'Égypte. Et il va dire, voilà, alors que Yosef a décidé de conserver Binyamin comme esclave, carrément son esclave, parce que c'est lui et lui seul qui a volé sa coupe, la coupe qui lui permettait de faire des incantations et de savoir l'avenir, voilà ce qu'il a dit, ouais. Et eux, ils ont dit, non, non, mais nous, on sait exactement pourquoi c'est arrivé, parce qu'on a vendu Yosef. De toute façon, on est innocent, mais c'est Hachem qui a décidé, on est d'accord d'être des esclaves. Ils ont compris, ça va. Lui, il dit, non, non, Khalila, je ne veux pas vous faire un truc pareil. Celui qui a volé la coupe, je le garde. Bon, ce qu'on ne voulait surtout pas voir, on va le voir, c'est que Binyamin, il va être conservé esclave en Égypte. Cauchemar. Parce que, parce que mon père, il a dit, attends, mon père, il nous a dit avant de partir, attendez, j'ai pas envie de l'envoyer là-bas, ça va, parce qu'on sait jamais, il est arrivé un accident à ma femme, et elle a disparu en chemin. Mon fils, il a disparu, Youssef, mon enfant préféré, en chemin. Ça veut dire quoi en chemin? C'est-à-dire qu'il a peut-être fait une avéra, qui a fait que Minash Shamaim, il a été jugé dans le ciel, et voilà, il a arrivé un accident. Ça va. C'est comme la Gemara dans Kisharbat, elle dit que les femmes, quand elles accouchent, elles sont en danger. Oui, et puisqu'il y a danger, il y a forcément ouverture de dossier, et on va juger est-ce qu'elle mérite de vivre ou pas. Ça va? Ben c'est pareil, mon fils Canéré, il était en danger, et ça a été et il y a un dossier qui a été ouvert, mais il a dû décéder en chemin. Et j'ai surtout pas envie qu'il arrive un accident à mon fils Binyamin. Voilà ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, Binyamin, maintenant il est pris chez Paro, il est pris chez Paro là-bas, et il va être rendu esclave chez Pharaon à vie, quoi. Parce qu'il a volé la coupe alors qu'on sait pertinemment qu'il a rien volé du tout. Vous avez compris ça? Maintenant, Yehuda, hein, il s'est porté garant.
Il a dit, et si je ramène pas Binyamin, Khatati Lecha Kol Hayamim, j'aurais fauté toute ma vie. Alors toute ma vie, Rachid explique qu'il aura fauté dans ce monde-ci, il faut mon avenir. Ah, c'est grave, c'est-à-dire qu'il s'est porté garant, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver devant Yosef, qui est censé être le roi d'Égypte. Et il lui dit, écoutez, je me suis porté garant vis-à-vis de mon père. Ouais, donc toute ma vie, ça veut dire que c'est qu'une histoire d'esclave. Écoutez, il n'y a pas de problème, moi je serai l'esclave. Laissez-le partir, ça va, parce que de toute façon, je me suis porté garant. Et donc, si je me suis porté garant toute ma vie, donc il essaie un peu, comment dire, de séduire ou de bien d'amener à ce que Yosef il soit un petit peu plus miséricordieux, parce qu'il dit, écoutez, une histoire d'esclave, ou je me rends esclave, ouais, acceptez-le, ou bien, écoutez, regardez ce que ça a comme conséquence. Parce que ce que vous faites, je préfère vous payer la coupe et vous la rendre, mais ne me condamnez pas, parce que quelque part en condamnant cet enfant, vous me condamnez à perdre la vie future, et à perdre toute ma vie. D'accord? Bon, à part ça, il dit, vous savez, mon père, il est très attaché à cet enfant. Il est vieux, il est fragile. Ouais. Il a perdu sa femme, il a perdu un enfant qui a disparu, et maintenant, il va disparaître. Cet enfant va disparaître. Pour lui, il va disparaître. C'est comme si qu'il avait perdu les trois en même temps. Qu'il avait perdu sa femme et son fils, et ses deux enfants le même jour. C'est effroyable. Donc, vous allez tuer mon père. Voilà ce que lui dit Yehuda. Et moi, comment je vais, moi, supporter, dit Yehuda à son frère, en disant, voilà, vous allez garder Binyamin, moi je vais revenir sans Binyamin, et je vais arriver chez moi, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et, je vais pas, et comment je vais supporter de le voir tomber dans une déchéance morale aussi grande? Je pourrais pas supporter de voir ça. Donc je préfère être un esclave, laissez-le partir. Bon. Yosef, quand il entend ça, ouais, il va dire la chose suivante, il va dire, écoutez, Annie Yosef, c'est moi Yosef. Arod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Lo yachlou la ototo, ils n'ont pas pu répondre, dit la Torah, qui n'y va mi panav, parce qu'ils épouvantaient devant ce qu'ils ont vu et devant ce qu'ils ont entendu. Quand il a dit je suis Yosef, et qu'ils ont vu Yosef, roi d'Égypte, ils ont dit waouh, on a fait une gaffe. Rachid dit que Nivalou mi panav, ils étaient épouvantés à cause de la honte. Rachid dit que Nivalou mi pnei à boucha, à cause de la honte qu'ils ont eue. Ça veut dire que la honte de la teshuva, la honte de celui qui a eu tort de faire. Que tout à coup, quand il voit Yosef, et qu'ils se sont prosternés juste avant, derrière, ils se sont prosternés devant lui parce que ils sont arrivés, ils ont demandé, ils sont prosternés devant le roi le fils du roi d'Égypte, ils sont prosternés. Donc quand ils ont vu ils se sont prosternés et ils ont vu Yosef, ils ont compris que ce qu'il avait rêvé, c'était ça en fait. Vous avez compris? Donc il avait rêvé d'être roi d'Égypte. Et nous, on avait cru roi d'Israël. On a fait une gaffe. C'est quoi la gaffe? C'est qu'on a jugé un homme qui ne devait pas être condamné. On a fait supporter un deuil à notre père qui ne devait jamais souffrir de cette souffrance, qui était la mort de son fils. Et on lui a fait endurer et on lui a fait quitter la maison, et on lui a fait endurer la prison, et voilà, tout ce qu'on a fait faire, tout ça, ça s'est gouré, s'est trompé. Vous comprenez ou pas? Donc ils ont vu la honte qu'ils ont eue d'avoir cru que c'était ça qu'il avait voulu dire, alors que ça n'était pas du tout ça. Véniv Aloum et Palav, ils étaient épouvantés devant lui, à cause de la bouche à la honte. Mais il a dit à Yosef, Aod Avichai, mon père est vivant. Mon père est vivant, ouais. Pourquoi il pose la question alors que juste avant il lui dit Voilà. Donc là-bas, les commentaires devant disent, mais quoi? Il vient de dire notre père et machin. Alors ils disent qu'il y en a qui disent, bah, peut-être que de la même manière que lui, il savait qu'ils avaient menti vis-à-vis de Yosef. Il dit, voilà, Yosef, il a perdu son fils. Il savait bien que c'était faux. Lui, c'est lui, Yosef. Donc peut-être qu'ils ont menti en mentant que Yosef était mort. Ils ont peut-être aussi menti qu'il était mort, son père. Il était vivant alors qu'il était mort. Ouais. Mais la question, c'est la suivante. Il a dit, je suis Yosef. Donc il a révélé qu'il était leur frère. Oui. Il aurait dû dire, mon père est vivant ou notre père est vivant? Notre. Notre père est vivant. Après il a dit, mon père est vivant. Vous avez compris ça? Et après il leur a dit, écoutez, vous m'avez vendu. Ne vous inquiétez pas, tout avait été prévu par Hachem. Et je devais être de toute façon roi d'Égypte. Voilà ce qu'il leur a dit. C'est bizarre. Hein. On a l'impression qu'il les a un peu réconciliés avec eux-mêmes, alors que c'est l'inverse. Il leur dit, vous m'avez vendu esclave et tout, mais bon, vous avez pensé le mal, Hachem a pensé le bien. On dirait qu'il a envie de les réconcilier dans le texte. Mais quand quelqu'un fait tchouva, il faut le laisser avec cette tchouva, il faut pas justifier la faute, quoi. Ouais, vous comprenez? En disant, de toute façon, vous avez pensé le mal, mais Dieu, il avait pensé autrement, vous inquiétez pas, que vous inquiétez pas. C'est pas comme ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Yosef en parlant de la sorte? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses à tirer de là. D'abord, la chose suivante. Quand il y a marqué dans le Midrash Rabbah, oui,
que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit Oy lanu miyamadin. Quand on voit ce passage-là, aux yeux des Chachamim, qu'est-ce que ça révèle chez eux? Ouais. Ils disent Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour du reproche. Si déjà Yosef, qui était le plus petit enfant d'Yaakov Avinu, le plus jeune des frères, il a dit je suis Yosef, et ils étaient épouvantés devant ce qu'il a dit, ouais, alors devant un Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va? Comment on va se justifier? Vous avez compris? Maintenant, où est-ce qu'il est le reproche? Oh, il a nous mis à Madine. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour où Hachem nous reprochera. Mais il est où le reproche de Yosef? Pour qu'Hachem nous reproche aussi. Oui, où le reproche? Oui. Alors, il y a un rave, il s'appelle le Bet Halevi, il a expliqué comme ça. Quand il a dit à son frère, mon père est vivant, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Dis-moi, explique-moi une chose. Quand tu m'as vendu, et que tu as vu ton père porter le deuil de ma mort, soi-disant j'étais mort, ça t'a sensibilisé en disant j'ai fait une gaffe, je vais me porter garant, je vais le ramener. Tu as pensé ça pour moi? Non. Ouais. C'est quoi la différence entre moi et mon frère Binyamin? Pourquoi pour mon frère Binyamin tu te portes garant, hein, et tu dis ouais j'aurais fauté toute ma vie, tu es prêt à sacrifier ton monde futur si tu ramènes pas ton frère Binyamin, mais pour moi t'as pas réagi comme ça, c'est bizarre non? Mais mon père est vivant, t'es sûr qu'il est vivant mon père? Mais si tu es conscient que quand je garde Binyamin, je tue ton père, pourquoi t'as pas eu cette conscience qu'en me vendant, tu tuais mon père? Oui, mon père est vivant. Vous avez compris ça? C'est quoi mon père est vivant? Ça veut dire, tu sais, quand tu m'as vendu, c'était mon père. Mais c'était pas le tien. Parce que si c'était le tien, comme c'est le tien pour Binyamin, tu m'aurais pas vendu. Vous comprenez ça? Avichai, est-ce que mon père est vivant? C'est le mien, mais c'est pas le tien. Parce que si c'était le tien, tu l'aurais pas vendu comme tu vas. Tu m'aurais jamais vendu. Parce que tu aurais eu la peur de le vendre comme tu as peur aujourd'hui de vendre, que je garde Binyamin. Vous avez compris? Tu as compris qu'il y avait un parti pris derrière. Tu as compris que tu pouvais pas accepter l'idée que tu devais souffrir pour ton père. Parce qu'il y a une différence entre Binyamin et moi. Binyamin, il n'y a pas de parti pris avec lui. T'as rien à gagner, t'as rien à perdre. Au contraire, t'as à défendre ton frère. Tu es même prêt à sacrifier ta vie pour lui. La fraternité est tellement puissante. Mais qu'est-ce qui a occulté cette fraternité avec moi? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que tu dois m'expliquer. Tu as vu ce qu'il a fait Yosef? Il a réussi à rentrer dans l'aspect psychologique de Yehuda, qui est inconscient et qui le fait juger une situation qui est de vendre Yosef, tout en rendant négligeable la souffrance de son père. Il y a des forces intérieures. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Il y a une réactivité extérieure. Quand je te dis, dis-moi, je vais vendre ton frère Binyamin, tu veux? Bah, attends, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Si vous vendez Binyamin, si vous conservez Binyamin en tant qu'esclave, mais vous tuez mon père. Tu vois cette partie consciente de la relation parentale qui fait qu'il va réagir à une situation qui est impossible pour lui. Et comme c'est pas possible, il a tellement peur pour que son père, il dit je me porte garant toute ma vie, mais je perds là-bas, mais je te ramènerai cet enfant. Il s'engage jusqu'à mourir. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mais ça, il peut pas le faire avec Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il lui dit c'est moi le roi. C'est ça qu'il a cru Yehuda. Et que c'est une chose impossible à accepter. Donc inconsciemment, il peut pas l'accepter. Et donc inconsciemment, il peut pas souffrir de la mort de son père. Parce que d'accepter de ramener Yosef, ça a plusieurs conséquences psychologiques. Laquelle? Ben, un, parce que s'il revient, il va être le roi, et c'est pas possible. Moi, je n'accepterai jamais. Et deux, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Quand je vais ramener Yosef, je l'ai vendu Yosef, d'accord? Mais faire teshuva, ça serait quoi? Ça serait ramener Yosef à la maison. Mais qu'est-ce que Yosef, il va dire à mon père, à ton avis? Qu'est-ce qu'il va dire à mon père? Il va dire que je l'ai vendu. Mais comment je vais m'expliquer à mon père? Comment je vais expliquer ce que j'ai fait? Je pourrais jamais. Et comme je pourrais pas, parce que c'est honteux pour moi, donc je ne peux pas le ramener Yosef. Ce raisonnement-là, c'est pas un raisonnement conscient. Vous savez pourquoi il n'est pas conscient? Parce que s'il était conscient, il n'aurait jamais vendu. Il n'aurait jamais pu imaginer aussi que le rêve était faux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui travaillent à l'intérieur de soi, dans l'inconscience, et qui amènent à ne pas se sensibiliser à des situations où tout à coup, quand c'est des autres, on est sensible. Et quand Yosef il dit « Je suis Yosef, mon père est vivant », il y a marqué dans le Midrash « Oy lanu mi Amadin », ouais,
malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Alors, là-bas, on relève aussi pareil. C'est bizarre. D'abord, tu reproches aux gens. Tu leur dis, voilà, je suis pas content, je suis pas d'accord avec toi. Et maintenant que je suis pas d'accord, et je juge que tu es coupable, après avoir fait le reproche. C'est comme ça que ça marche. Je te fais reproche et je te juge et je te condamne. C'est vrai ou pas? Et là, il est marqué l'inverse. Il juge et après il condamne. Oh, il a nous mis à Madine. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. On dirait que le texte, il est inversé. Ils se sont trompés quand ils ont écrit le texte. Oui, parce qu'on juge les gens après l'avoir reproché. En fait, c'est pas ça. Non. La chorma du Yosef, c'est comme ça. Je crée une situation où tu vas juger toi-même. Et c'est ça qu'Hachem il va faire un jour. Vous savez ce qu'il va faire un jour? Hachem il va pas nous reprocher des choses. Il va nous faire juger des choses. Voilà, je te crée une situation. Voilà, je te garde Binyamin. Tu connais la situation familiale. Tu sais combien ton père il est attaché à cet enfant. Et bien si je te regarde Binyamin, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, attends, si tu fais ça, t'es un criminel. Donc tu as jugé que ce que j'ai fait est criminel. Tu es d'accord ou pas? Non, tu vas voir. Alors je dis, voilà, tu m'as vendu. Comment ça fait que tu m'as vendu alors? Explique-moi pourquoi tu m'as vendu. Ça, ce reproche-là, il a pu se faire que parce qu'il a jugé que c'était criminel. Oh, il l'a nommé à Madine. Vous savez ce que va faire Hachem? Il va faire exactement pareil. Quand il a dit je suis Yosef, ils ont été épouvantés. Mais quand Hachem il va dire je suis Hachem, comment on va être nous? À la fin des temps, Hachem il va se révéler, oui non. Il va dire je suis Hachem. Waouh, c'est fini. On peut plus rien faire maintenant, c'est fini. Hachem il a dit qu'il est dit Hachem. Vous avez compris? Quand Hachem il va dire je suis Hachem, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je savais pas. Hein? Je savais pas. Non mais on Ouais, sait. c'est Nous, choc. ceux qui sont pas croyants, ils soient forts. Ceux qui sont pas croyants, ils vont être tombés par terre. Mais ceux qui le sont aussi, ils vont tomber par terre. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il a dit je suis Yosef, je suis Hachem. Et là on va se rendre compte de tout ce qu'on a raté, de tout ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on n'a pas fait et tout. C'est là qu'on va se rendre compte. Est-ce qu'on doit, vous avez compris, est-ce qu'on doit attendre ce moment-là? Non. Donc c'est ça qu'il dit. C'est comme c'est que ce qu'on peut tirer de la paracha, c'est de se dire un jour Hachem, il va dire je suis Hachem. Ça c'est un premier renseignement. Mais moi ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est ça que je vous ai expliqué au début du shiur, c'est d'expliquer qu'il y a des choses conscientes chez l'homme. Ouais. Il y a des choses qui font partie de l'inconscient de l'homme. Et c'est souvent l'inconscient qui va gérer le conscient. Quand Yehuda, tous les jours de sa vie, il a vu son père pleurer et porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Et que le deuil qu'il a porté, c'est moi qui l'ai organisé. Vous imaginez le traumatisme ou pas? Est-ce que ça l'a remis en cause? Est-ce qu'il a dit, ou bien il a justifié le deuil de son père, en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, mon frère, il est arrivé et qu'il est roi d'Israël. Ouais, je sais pertinemment que si je vais lui poser la question, il va me dire, comme il a entendu le rêve, comment il a interprété le rêve Yehuda, Yaakov, il disait, mais tu dis des bêtises, ta mère, elle est morte. C'est quoi, tu es arrivé de la lune, donc, de la même manière que ta mère est morte et que c'est faux, ce que tu es arrivé, donc tout est faux. Voilà ce qu'il a dit. Donc mon père, il s'arrange pour toujours arranger les rêves de mon frère. Ça va? Mais moi, j'y crois, moi, ce rêve. Et ça me fait peur. Ça veut dire que Yosef, il croit qu'il va être roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, à votre avis? Est-ce qu'il vaut mieux faire? Écoutez, bon, il est arrivé, c'est possible, hein. Mais donc, il y aura un roi d'Israël et il y aura un autre roi d'Israël. On sera deux. Donc, on va couper le clan d'Israël en deux. C'est impossible. Ou bien qu'on élimine Yosef. Et qu'on conserve au moins on est 11. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux conserver Yosef et qu'il risque de faire un schisme dans le clan d'Israël et on va avoir deux rois? Ou bien, parce qu'il est influent, Yosef, c'est un homme de caractère, c'est un homme intelligent. Il va réussir à faire quelque chose, c'est évident comme ça. Ou bien qu'on élimine, on se débarrasse, on le juge, on le condamne. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vous avez compris? Maintenant qu'il a fait ça, il peut justifier le deuil. Il dit, moi j'y peux rien, c'est pas... Si un jour Hachem me demande, il dirait, moi j'ai jugé comme ça, que c'était comme ça, maintenant mon père il a dû subir ce jugement, je peux rien y faire. Vous savez que je justifie une situation qui légitime mes choix. Mais pourquoi je dis pas l'inverse? Peut-être j'ai fait une gaffe. Oui. Maintenant que j'ai fait la gaffe, parce que j'ai vendu Yosef, est-ce que je peux ramener Yosef à la maison? Ben non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que Yosef, il va parler. Il va dire, mais ils m'ont vendu. Et machin, il dit, comment ça? Ils t'ont vendu, mais ça va pas ou quoi? Et c'est une catastrophe totale. Donc qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Eh ben, inconsciemment, je suis obligé de me justifier. Parce que si je me justifie pas, je me condamne. Et si je me condamne, comment je vais expliquer ça à mon père?
Vous avez compris le système? Mais ça, c'est pas conscient, ça. C'est inconscient. Ça veut dire que je ne peux pas me sensibiliser à la souffrance de mon père, parce qu'inconsciemment, je ne veux pas souffrir à l'idée que je suis obligé de m'expliquer devant mon père, et ça, je peux pas. Qu'est-ce que je veux lui dire? Je vais avoir la bouche de ma vie de lui dire, je l'ai vendu parce que j'étais jaloux, je sais pas quoi, je peux pas. Il va me dire, mais pourquoi tu m'as pas consulté, machin? Et je pourrais rien lui dire. J'ai pas respecté mon père, donc je suis en faute par rapport à ça. Je suis en faute parce que si demain je le ramène et qu'il va annoncer à mon père que je l'ai vendu, j'ai rien à lui dire, je ne pourrais pas lui dire. Vous avez compris ça? Mais ce que je vous dis là n'est pas conscient chez l'homme. Comme c'est que de la même manière que consciemment je me défends de quelque chose qui m'accuse, de même manière j'ai ma conscience profonde intérieure inconsciente qui me défend de ce qui m'accuse. Maintenant, comment je vais, moi, m'arranger quand je vois quelque chose chez quelqu'un et je vais m'arranger, essayer de m'arranger pour rentrer dans son inconscient et soulager son inconscience? Comment je vais faire? Quand il y a marqué, dans la Gemara, dans la Torah, il y a marqué Lotisna et achicha bilvavecha, parashat Mishpatim. Lotisna et achicha bilvavecha. N'aille pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitera. Reproche, tu reprocheras ton prochain. Donc il y a une mise mina Torah de reprocher aux autres des fautes. Mais l'autisme la frette. Par contre, n'emporte pas la faute. Ça veut dire, Rashi explique, de quoi porter la faute de quoi? De reprocher de quoi? De faire honte à ton prochain. De le faire barabim. De faire en public. C'est quand je fais reproche à quelqu'un, qu'est-ce que j'espère? J'espère qu'il va faire teshuva. Mais il ne pourra pas faire teshuva sans qu'il ait honte. Quand c'est marqué là, Yosef, il leur a dit, je suis Yosef, mon père est vivant, ils ont veni valou mipanav, ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Waouh, on a fait une gaffe, oh là là, j'ai honte, excuse-moi, je me suis trompé, excuse-moi, mais mon père, excuse-moi, et tout ça, excuse-moi. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait n'importe quoi. J'ai honte de moi. Ça va? Mais quand quelqu'un me fait honte barabim, il me fait honte en public, je n'ai pas honte de moi. J'ai honte de ce qui m'a provoqué. La honte, la mauvaise honte, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, tu crois que tu vas, qu'en accentuant la honte, tu vas lui permettre à fortiori de faire tes chouvas. Et c'est exactement l'inverse qui va se proposer. C'est qu'il va refuser. C'est-à-dire que c'est très nuancé. Pourquoi? Parce que là, quand je fais honte en public, je mets en exergue la honte qui est consciente. Alors que j'aurais tellement aimé que je développe la honte inconsciente. Je solutionne la honte inconsciente. Vous avez compris? Quand Yosef, il va dire à son frère Yehuda, dis-moi, si je garde ton frère, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tu vois, si tu fais ça, un, tu me fais perdre l'Olam Haba, parce que je me suis porté garant. Deux, tu me fais supporter l'idée que quand je vais retourner seul, mon père, qu'est-ce que je vais lui dire? Et trois, que si tu fais ça, tu tues mon père. Je dis, ah bon, t'es sûr? Je dis, ouais, tu es un criminel. T'es sûr et certain, hein? Mais tu es un criminel. Mais je suis Yosef, mon père est vivant. Comment ça se fait que ce que tu dis maintenant, qui est accusateur, tu t'es pas toi-même accusé? Vous avez compris ce que fait Yosef? Il propose à l'homme de penser. Il invite l'homme à penser. Il dit juste que lui-même, il se rende compte de lui-même, que tu vois bien que ce que tu as jugé, tu n'étais pas conscient. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui t'a poussé à juger que j'étais coupable. Parce que tu vois bien que tout ça, tout ton jugement, ce qu'il organise, ta pensée, ce qu'elle organise, ta pensée, c'est que tu tues ton père là, à ce moment-là. Tu vois pas que tu tues ton père quand tu fais ça? Tu savais pas combien mon père était attaché à moi? Tu savais pas combien j'avais des privilèges particuliers avec lui, qu'il avait un attachement certain parce que je suis la femme, je suis le fils de la femme qu'il aime? Tu vois pas ça? Et donc quand tu m'extrais de cette famille, mais tu risquais de pas tuer mon père, pourquoi tu n'y as pas pensé? Pourquoi c'était pas conscient chez toi? Parce qu'inconsciemment, il y a quelque chose d'autre qui articule ta pensée. C'est de ne pas supporter ce rêve. Inconsciemment, il t'accuse ce rêve, il te condamne. Ou ce rêve-là, il te dit, si Yosef a raison, je ne serai pas roi d'Israël. Et s'il a tort, ouais, c'est un rachat. C'est ça que tu penses inconsciemment. C'est pour ça que tu vas le juger, le condamner. Pour ces deux raisons. Mais c'est pas toi qui juges en fait, c'est ton inconscient qui ne supporte pas, qui te pousse à penser qu'il est coupable. Il est préférable qu'il soit coupable que l'inverse. C'est comme quelqu'un qui nous ferait un reproche. Ouais. Quelqu'un me dit, tu te comportes mal, tu agis mal, tu as un rachat, comment ça se passe? Je dis, de quoi je me mêle? Est-ce que moi je m'occupe de ta vie d'abord?
Ouais. Et moi, je suis le rachat, mais toi aussi, tu es un rachat. Regarde ce que tu fais. Alors d'abord, arrange-toi, toi, après, tu m'arrangeras moi. Ça va? Mais pourquoi je réponds comme ça? Parce que je ne supporte pas, consciemment, qu'ils me remettent en cause. Je ne supporte pas que mon amour, mon prof soit remis en question parce que monsieur, il se prend pour qui? Mais ce que je dis, en fait, est logique ou pas? Le type, il me dit, mais de quoi je me mêle? Je dis, mais oui, mais c'est un problème, accepte-le. Non, de quoi je me mêle? Ça va? Je vis sans ça. Je me cache d'être. Vous comprenez ça? Mais c'est pas moi, ça, en fait. Et c'est qui pense pour moi? Mon inconscient me dit, tu mérites pas ce qu'il te dit. Ouais. Et tu te défends de ça, on se défend. On nie la réalité parce qu'elle nous dérange. Mais c'est pas conscient, ça. Parce que la logique de la teshuva, c'est que tu seras toujours mieux sans qu'avec tes problèmes. C'est logique ou pas? Donc pourquoi je suis pas logique? Et je dis pas, mais bien sûr qu'il a raison. Et heureusement qu'il me l'a dit. Il m'a fait savoir que et je vais faire teshuva. Non. C'est mon amour-propre qui répond. C'est mon inconscient qui dit, mais attends, mais de quoi il se mêle celui-là? D'accord? Mais est-ce que c'est logique que si lui il a des problèmes personnels, il peut pas me dire quelque chose à moi qui ait des problèmes personnels? Quoi, il faut être parfait pour dire des reproches à des gens? C'est logique ça? Non. Après je lui dis d'abord arrange-toi toi, après tu m'arrangeras moi. D'abord occupe-toi de ta vie, après que tu rêves la mienne. Ça va? Parce qu'il faut être un sadique pour faire des reproches? Non. Vous avez compris le problème? Inconsciemment je refuse. Et je suis complètement incohérent dans ma démarche. Parce que c'est pas. Il faut pas être parfait pour dire des reproches. Il faut simplement accepter la vérité du reproche, qui n'a rien à voir avec la personne, puisque c'est la vérité. Ça va? Un rachat qui me dit ça, ça me convient pas, moi. Un type qui a des problèmes, qui a des problèmes personnels et qui vient soi-disant me dire, je dis, bah, il a un peu osé, ce monsieur, vous avez compris? Donc, comment je raisonne? En fait, c'est pas conscient ce que je me dis, c'est inconscient. Comment il a osé, monsieur? Alors que lui, ah bah tiens, elle est bonne, celle-là. Un rachat comme ça, il vient me faire des reproches à moi. Mais d'abord, arrange-toi, toi. Mais ce que je dis là n'est pas conscient, c'est une pulsion inconsciente qui me fait dire. Parce que la logique, c'est pas ça la logique. La logique, c'est si tu as un problème, eh ben accepte-le. Pourquoi tu renvoies la balle? Pourquoi tu te défends d'être? Pourquoi tu te défends? Tu n'as pas à te défendre. Accepte, au contraire. Il vaut mieux se débarrasser de ce que nous sommes, de mal, que de conserver ce qui est mal et qui a des conséquences dramatiques plus tard. Seulement le problème, c'est que le reproche qu'il a fait n'a pas fonctionné. Parce que j'ai renvoyé la balle Donc finalement, qu'est-ce qui me reste à moi? Mais il me reste que la honte. Et la honte, ça me donne pas envie de faire chouva. Parce que c'est la mauvaise, c'est pas la bonne. C'est pas celle que j'ai acceptée, c'est celle qu'on m'a imposée. La honte que j'accepte, elle me change. Je dis, ouais, c'est vrai, j'ai honte. J'aurais jamais dû faire ça, j'ai honte. Ouais. Mais la honte qu'on m'impose, je l'accepte pas. Parce que j'ai mon amour propre, je suis fier. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yosef, il a fait très attention à respecter son frère. Parce que si je ne respecte pas mon frère, ça marche pas. Il y a marqué dans la Torah, hein, il a dit, je suis Yosef. Mon père est vivant. Lo yachlou la anototo, ils n'ont pas pu répondre à ce qu'il a dit, qui n'y valou et pas lave. Ils étaient estomaqués devant lui. Pourquoi la Torah a besoin de dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Évidemment, puisqu'ils étaient valou et pas lave. Quelqu'un qui est paralysé devant ce qu'il voit, il ne peut pas répondre, il est bouche bée. Pourquoi la Torah nous dit que quand Yosef il a reproché à ses frères qu'il était Yosef et qu'ils ont été, eux, des criminels, ils l'ont très bien compris. Pourquoi il a marqué dans la Torah, ils n'ont pas pu répondre. Bien évidemment, ils n'ont pas pu répondre, évidemment. Ils n'ont pas pu répondre, ça veut dire quoi? Ils ont cherché des excuses, mais il n'y a rien qui sortait. Mais pourquoi la Torah, s'ils ont été estomaqués devant ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu, C'est évident. évidemment qu'ils n'ont pas pu répondre. C'est vrai ou pas? Chaos. S'il n'est pas marqué, ils n'ont pas pu répondre, t'aurais compris. Niv Alou. Comme ça, épouvanté devant ce qu'il y a. Mais évidemment, il ne peut même pas parler. Évidemment, tu as besoin de nous dire, oui, Razak, ils n'auraient pu parler. Ils n'ont pas pu répondre. Ça va? S'il est marqué, ils n'ont pas pu répondre. C'est que. Vous savez comment? C'est que. Ils auraient pu. Hein? C'est que s'ils avaient répondu, l'inverse. Moi, je pose une problématique à quelqu'un et je lui fais reproche. Et il me répond quelque chose, en me disant de quoi je me mêle, en me disant t'as rien compris, en me disant occupe-toi de ta vie, en me disant d'abord arrange-toi avant que je m'arrange. Ouais, c'est ça qu'il dit, non? Là, ils n'ont pas pu répondre. C'est-à-dire que Yosef, il s'est arrangé pour qu'il ne puisse pas répondre. C'est-à-dire que moi, si je fais un reproche à quelqu'un et qu'il peut répondre, j'ai fait la vera. Oh, Tokhia d'Abitera fait reproche. Mais attention, hein, il faut pas qu'il réponde.
Parce que s'il répond, qu'est-ce qu'il va garder lui en tête? Bah tu t'es vengé, t'as fait exprès de me faire honte, t'as profité de l'occasion pour m'écraser. C'est ça qu'il va retenir. Est-ce qu'il va changer? Non. Non. J'ai fait une avéra. Donc il faut comment je me faire reproche, c'est très compliqué. Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit dans la Gemara dans Arechin, je ne sais même pas si on va trouver quelqu'un qui sait faire des reproches. Tellement c'est difficile. Mais pourquoi c'est. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Comment ça se réfléchit? Ouais. Parce que je vous explique un truc. C'est facile de reprocher aux autres. Oui. Mais l'autre, il va se braquer ou pas? Ah, c'est sûr. Mais moi, comment je vais me reprocher à moi? Parce que je vais me braquer moi-même. Parce que moi, quand je vais me dire, ah, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, est-ce que je vais même y penser? Mais non, parce que ça me met dans une position inconfortable. Et donc, j'ai pas envie de me mettre dans donc est-ce que consciemment ou inconsciemment, je vais penser à me faire reproche? Alors, comment je m'autocritique? Comment je fais? C'est dur. Vous avez compris, pas? Si déjà, quand je dis aux autres, ils n'arrivent pas à l'entendre, alors moi, comment je vais l'entendre? Ah, il faut qu'on réfléchisse, hein. Est-ce qu'on peut évoluer sans être autocritique? Ah, c'est ça. Mais j'ai envie d'avancer, moi. J'ai envie d'évoluer dans ma vie professionnelle, dans ma vie parentale, dans ma vie de mari, dans ma vie tout ça. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'affiner, j'ai envie de... Mais tu sais quoi? J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai des boulets. J'ai des boulets dans les chevilles qui sont enchaînés, qui m'empêchent d'avancer. Déjà, détermine les boulets, déjà. Et l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des boulets. Des fois, tu sais pas comment parler. Des fois, tu n'as pas le courage de dire. Des fois, tu es timide. Des fois, tu parles trop fort. Des fois, tu crois. Des fois, tu roses. Des fois, c'est des boulets, tout ça. Toute situation de vie qui détériore ton entourage, bah, c'est un problème. C'est qu'il y a des boulets dans tes pieds. Comment tu vas faire? Tu es trop timide. Des fois, t'oses pas t'avancer. T'as pas envie de paraître pour le religieux, de la famille. Des fois, t'as des blocages, des boulets, quoi. D'abord, est-ce que tu reconnais des choses? Et tu dis non, moi, laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de me faire souffrance. Ouais, je nie, en fait. Parce que si j'accepte, je vais souffrir, j'ai pas envie de souffrir, je nie. C'est comme ça, ouais. Mais si quand quelqu'un me fait le reproche, je nie ce qu'il dit. Mais moi-même, a fortiori moi-même, je suis parti pris de ce que je sais, de moi. Oui, non. Mais d'un autre côté, intellectuellement, oublie les émotions. Est-ce que je serais mieux quand je me serais débarrassé de ça? C'est sûr, mais bon. Mais c'est marrant qu'émotionnellement, je l'accepte pas. C'est dur, hein. Il y a le cerveau, il y a le cœur. C'est dur. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire alors? L'opération. Il faut savoir présenter. Qu'est-ce que Yosef, il a fait, Yosef? Il a présenté les choses. Il a organisé. Il a fait un scénario. Il a fait juger. C'est ça qu'il a dit. Il a fait juger Yehuda. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Regarde ton frère, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, tu fais ça? Et tu tues mon père, et tu me tues moi. Il l'a mis dans sa situation. Exactement. Mais en vérité, est-ce qu'il a respecté son frère? Entièrement. Par exemple, si Yosef, il aurait pu faire autrement. Vous savez quoi? Il aurait fait comme ça. Maintenant qu'il est roi d'Égypte, il a tous les pouvoirs. Ce qu'il veut. Et alors, il a mis des douanes, aux douanes, là, il a mis des gens, des policiers. Ils ont dit, voilà, si vous avez des enfants qui viennent avec un Ben Yaakov, il s'appelle un tel fils de Yaakov, vous me le signalez. Hein? Allez, voilà. Vous me le signalez. D'accord? Si vous avez des gens qui rentrent un tel Ben Yaakov, vous me le signalez. Maintenant, finalement, ils sont rentrés par des portes différentes. Ils sont rentrés par des portes différentes. Si Yosef, ils les avait reçus, voilà, ils sont rentrés en Égypte, super. C'était prévu. De toute façon, c'est la famine dans le monde entier, ils vont arriver en Égypte, évidemment. C'était prévu. Ils ont arrivé, on va faire un petit tour de table. Bon, bonjour. Vous reconnaissez ou pas? Non? Ah, c'est bizarre ça. C'est moi, Yosef. Hein, bande d'abrutis, va. Au lion. Alors, le rêve, ça n'a jamais été roi d'Israël. Alors, Yehuda, qu'est-ce que t'as cru? Alors, hein? Et mais c'était roi d'Égypte, hein? Tu vois, t'as vu tout ça? Et j'ai dû supérer mon père, machin. Voilà ce que je fais, voilà comme je te parle. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Il va me dire, ah bon, mais t'as vu comment tu nous as présenté ton rêve? T'as eu l'audace de nous dire, vous allez vous prosterner à moi, mais évidemment qu'on va réaliser comme ça, on va réagir. Ils vont répondre. Finalement, j'ai tout perdu, pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui va rester? Bah, la honte, vous avez compris? Et finalement, est-ce qu'il va changer? Zéro. Mais est-ce que le but, c'est de dire la vérité aux gens? Alors, je vais te dire la vérité, hein.
Tu m'as vendu, machin, t'as été cruel, vraiment, tu avais ton père, mais c'est la vérité, comment t'as supporté quoi? La vérité, comment t'as fait? Tu voyais ton père tous les jours, t'as pas bougé. La vérité, c'est la vérité. Est-ce que je dois dire la vérité aux gens? Forcément. Ou je dois les amener à accepter la vérité? C'est mieux. Quand tu fais reproche aux gens, est-ce que le but, c'est de leur dire la vérité? Voilà, des nuls, des trucs. Ah ouais, c'est la vérité. Hein. Ah, ils vont avancer là. Ah, mais c'est la vérité. Attends, Yehuda, tu te rends compte, il a vendu son frère, hein, c'est la vache. Hein. La preuve que c'est la vérité, c'est que quand je te garde Binyamin, tu vois, tu ne raisonnes pas comme ça. Donc la vérité, c'est qu'entre nous, il y a un problème. Entre nous, il y a un problème. C'est la vérité. Mais je vais lui dire la vérité, et débrouille-toi avec la vérité maintenant. Ou bien, hein, le but, c'est pas de lui dire la vérité. C'est que la vérité, c'est qu'il change. La vérité, c'est qu'il accepte qu'il s'est trompé. La vérité, c'est qu'il arrive à être, au moins de se débarrasser de ce mensonge. Mais comment je vais faire pour lui faire, tu comprends? Donc si je leur dis en pleine figure la vérité, ils vont refuser. Il faut que j'arrive à trouver un stratagème où ils vont avoir honte d'eux-mêmes et pas avoir honte de ce que je leur dis. Pas pareil. Il faut que la Torah, elle soit efficace parce que je l'ai respectée. Écoutez-moi bien. Quand vous respectez les gens, ils vont avoir honte de ne pas pas vous avoir respecté. Quand tu fais un reproche à quelqu'un, il faut qu'il ait honte de ne pas t'avoir respecté. Il ne faut pas qu'il réponde. Quand tu fais du kavod aux gens, tu les respectes, ils te respectent. Mais quand je dis à quelqu'un la vérité, il a l'impression que je ne le respecte pas. Comment il a l'audace de me dire un truc comme ça? Et là, j'anime chez lui une inconscience qui est de se refuser à entendre. Comme dans des couples, il y a des gens, hommes ou femmes, hein, il dit voilà, ils reçoivent un affront, ou alors ça va pas du tout. C'est clair que c'est un comportement qui est pas normal et tout. Ils disent ouais, je vais rien dire, sinon mon mari va s'énerver, ou ma femme elle va me faire une sérénade, elle va me faire la tête pendant 3 mois. Laisse tomber, j'accepte. Allez, bon, j'accepte. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Comme des femmes elles me disent, mais dès que je parle un peu de choses un peu piquantes, mon mari il se met en colère, il crie. Bon, je vais pas insister, ça me met en colère. Bon, alors je garde. Bon, combien d'années je vais garder? Une fois, 2 fois, jusqu'à ce que ça éclate, quoi. Ça veut dire ça va éclater. Oui, non. Mais quand ça va éclater, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais dire des méchancetés, je vais dire des vérités. Mais le type, il va jamais accepter. Il tombe des nuls, il comprend rien, ou elle comprend rien. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ben, mais à force de cumuler, ben, on éclate. Mais quand on éclate, on va exploser. Mais c'est sûr qu'on va s'énerver. Et c'est sûr que l'autre, il va jamais l'accepter. Vous savez pourquoi? Parce que quand je m'énerve, l'autre, il croit qu'il m'a pris pour un enfant, quoi. Ça veut dire, il me dit des trucs comme ça, il va m'éduquer, monsieur va m'éduquer. En vérité, le problème, c'est que je le refuse parce que il n'y a personne qui va m'éduquer. C'est moi qui accepterai de m'éduquer ou pas. Vous avez compris? Donc quand on crie, en fait, on impose quelque chose. Mais la personne n'accepte pas qu'on lui impose. Parce que tu ne me respectes pas quand tu m'obliges. Mais ce que je vous dis n'est pas conscient. Pourquoi je refuse? Mais je suis bête ou quoi? Bien sûr, accepte. Non, je refuse. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, je me dis, je mets un gosse. Je suis pas ton bébé. Je suis pas ton enfant. Je suis ton mari. Je suis ta femme. Ça va? Comment tu parles comme ça? Tu crois que je suis sourd ou quoi? Tu as besoin de crier pour parler? Je suis pas sourd. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu m'humilies. Ah, tu m'humilies, je te respecte pas, je t'écoute même pas. C'est comme quand il y a trop de bruit, on bouge les oreilles. Il y a trop de bruit, on bouge les oreilles. Ben, quand ça crie, on n'a pas envie de t'écouter. Donc ça veut dire que c'est inefficace, ça sert à rien de crier, ça sert à rien de te dire ouais, il a marre, il a marre, il a marre. De toute façon, ça sert à rien, je t'écoute même pas. Ça va? Ah, tu croyais que tu allais me dire la vérité? Ah oui, j'étais pas au courant. Ça va? Je vais expliquer un truc. Quand une personne, elle sait qu'elle est en faute, elle le sait. Mais quand on lui fait savoir, c'est encore pire. T'as compris? Quand ça reste personnel, moi je veux pas accepter mes fautes, je me cache d'être. Mais non seulement j'ai pas envie de le savoir, mais que tu me le fasses savoir, que tu le sortes de l'extérieur, à l'extérieur, que tu le dises. C'est-à-dire on est deux à savoir, ah c'est trop. Si déjà quand vous savez que les gens ne se reprochent pas des choses, vous le voyez, puisque ça bouge pas. Alors arrêtez de faire croire que ça va s'arranger quand vous allez leur dire. Ça c'est pas bien. Deuxièmement, il faut être logique. Si vous voyez des gens qui ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à se sortir du problème, logiquement, ils ont trouvé des solutions ou pas? Non. Donc quand tu lui dis mais t'as un problème, hein? Ça arrange pas.
Les deux maintenant. Mon problème et toi. Non mais c'est sûr. Mais quand tu dis, mais t'as vu comment tu te comportes, t'as vu comment tu parles, comment t'as osé faire ça, machin dada, ben, ça veut dire que quoi, je respecte pas la personne parce que est-ce que la personne elle voulait entendre son problème ou la personne elle voulait entendre des solutions? Puisque tu sais toi tu sais qu'elle arrive pas à s'en sortir. Parce que tu vois, elle fait la même bêtise à chaque fois. Parce que si elle savait comment s'en sortir, elle n'aurait jamais fait la bêtise. Donc elle n'a pas la solution. Mais toi, quelle intelligence de voir que ça va pas, hein. Tu lui rappelles qu'il est bête. Voilà. Et Ou ça, tu lui rappelles qu'il est faux. Ou tu lui rappelles qu'il a fait des bêtises. Tu lui rappelles, bah, tu dis, t'as vu comment tu fais? Mais c'est pas ça qu'elle voulait entendre ou qu'il voulait entendre. Elle voulait entendre. Tiens, ben, dommage, je vais t'expliquer comment il faut faire. Elle dit, ah merci beaucoup, tu m'as sauvé. Mais on voulait entendre des solutions, on ne voulait pas entendre des problèmes. C'est un manque de respect de dire des problèmes aux gens. Donc c'est-à-dire de faire des reproches, c'est pas de dire ce qui va pas. Comme si Claude il savait pas quoi. Et s'il le sait pas, ou s'il veut pas l'accepter, c'est pas en lui disant qu'il va l'accepter. Tu comprends ça? Par contre, si tu donnes des solutions, tu respectes la personne. Tu dis, t'es un type super. Rappelez-vous toujours de ça. Que on est tous des tzadikim. Amer kolam tzadikim. On est tous des tzadikim. Seulement, hein, des fois, on ne sait pas gérer notre tzidkout. Ou des fois, on n'est pas conscient qu'on est des tzadikim. Mais on est tous des tzadikim. Donc, au lieu de dire, t'es un rachat, quand un type, on lui fait un reproche, il dit quoi, t'as vu que ça va, tu vois pas que je fais des choses bien aussi, et machin. Pourquoi tu me reproches toujours des choses? Les gens, vous savez pourquoi ils se braquent? Parce que, mais je fais pas que du mal. Pourquoi tu parles de moi qu'en mal? Tu peux pas voir que je fais des choses bien et tout. Des maris ou des femmes, elles disent, maintenant, je comprends pas, ils me critiquent toujours, critique. Si j'avais dit, tu es une fille superbe, je suis vraiment fier de toi, et machin. Tu vois, mais il y a un truc qui me dérange, franchement, c'est ce petit truc-là. Mais dommage, parce que tout est parfait, et il y a ce truc-là. Je dis, ah ouais, super, bah oui, bien sûr, je vais l'enlever, bien sûr, je vais l'enlever. Vous avez compris ce qui se passe? Au lieu de dire ce qui va pas, hein, peut-être qu'il vaut mieux embellir ce qui va, et de dire, tu vois, t'es tellement bien, c'est dommage. Koulam Sadikim, cette démarche-là, elle a envie de faire tchouva. Parce que je vous explique un truc. On ne peut pas faire teshuva si on ne sait pas ce qui est bien de faire. Quand tu vois Yosef, en fait, j'ai vendu Yosef, et j'ai entraîné la souffrance de mon père, et j'ai entraîné la souffrance de mon frère, et j'ai entraîné... Je savais qu'il y avait mieux à faire quand même. Mais c'est parce que je sais que c'est bien de faire autrement que j'ai honte d'avoir fait mal. On est tous tzadikim. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire. Seulement, on n'en a pas la conscience. Et c'est ça qui me fait honte, en fait. J'ai honte de savoir que j'aurais pu être cet homme et que je ne l'ai pas été. Et ce décalage, il permet de changer. Mais pour que je le fasse moi, il faut que je me respecte. Il faut que je sois humble. Parce que quand vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il vous envoie balader, il n'arrive pas à se voir fauteur. Il n'arrive pas. Mais pour se voir, il faut être un autre. Il est tellement collé à lui, hein, il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui, qu'il va dire, mais tu t'adresses à moi, là, t'es sûr, tu parles à moi, t'es sûr, là? Mais occupe-toi de tes oignons. Par contre, si je suis double, j'ai l'humilité d'accepter, c'est que je dois être quelqu'un d'autre pour accepter d'entendre de moi que je ne suis pas bien. C'est pas par hasard que Moshe Anav Mikol Adam, Al-Cher Al-Pinadama, la Anav à l'humilité, ouais. Quand il est marqué dans Pirkei Avot, Oev et Atorachot, il faut aimer les reproches. Pourquoi? Parce que vous allez tout de suite savoir qu'est-ce qui est Baal Teshuva, qu'est-ce qui n'est pas. Le Baal Teshuva, un jour dans sa vie, il a fait Teshuva. Il a vu combien c'était gratifiant de changer. Quel bonheur il a eu d'être un autre. Parce qu'il s'est reproché d'être. Il a eu honte de lui-même. Et il a corrigé ça. Et donc il se sent mieux. C'est ça ou pas? Mais si vous voyez qu'un type il se braque, c'est qu'il a jamais goûté à la tchouva. Pourquoi il se braque? Si un type il sait que quand il s'est remis en cause, il a eu honte de lui, et il a dit oh là là, mais comment j'ai pu faire ça, et j'ai honte de moi, et je change, et bien sûr je m'en débarrasse, et je vais faire un travail sur ça pour m'en débarrasser, et je m'en suis débarrassé, et je vois combien je suis mieux dans ma peau, je vois l'intérêt de me reprocher des choses, et je vois le bénéfice que j'ai de me sentir mieux. Je le vois ou pas?
Mais c'est grâce à la teshuva, ça. Donc quand quelqu'un vient me faire un reproche, et que je sais que je ne l'ai pas forcément vu, et que je travaille dessus, ou je lui dis, écoute, bah, écoute-moi, ce que tu me dis, c'est vrai, mais je sais, mais je travaille dessus. Ah, pardon, excuse-moi. Et s'il me dit un truc que je savais pas, je dis, bah, merci beaucoup, je vais vite m'en débarrasser, parce que je sais le bénéfice que j'ai de me débarrasser de ce qui est sale. Mais je me braque jamais, on ne se braque pas. Parce que se braquer, c'est qu'inconsciemment, tu as dans l'image que tu es beau, là, tu es bien propre, et monsieur, il t'a mis des tâches. C'est pas toi qui en as, c'est lui qui t'a dit qu'il en avait. Mais j'ai pas envie de me savoir sale, moi. Et donc, automatiquement, je me braque et j'empêche cette capacité que j'ai de changer. Comment tu as osé de me dire, moi, que... Mais moi-même, je m'accepte pas sale. Tu vas me dire que je suis sale. Mais ce que je m'accepte pas sale, c'est parce que inconsciemment, je me défends d'être sale. Et alors, il faut avoir l'intelligence de ne pas répondre à la conscience, mais à l'inconscient de la personne. C'est ça la chorma de la Torah. Donc, quand je respecte la personne, il me permet de rentrer dans lui. On n'a pas d'obligation de faire le Torah. Mitzvah. Minat Torah. T'as mis de mettre tes tefilines? Mitzvah de mettre faire Torah. Mais il faut savoir faire. Parce que ce qui est fou, c'est que. Il faut savoir faire. Parce que si je ne sais pas faire, c'est une avéra. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est la personne qui faute, et c'est à nous de travailler pour qu'elle puisse revenir. Il faut que tu Alors que saches ce une soit chose. elle, normalement, dans la logique, quand on fait une faute, je fais une faute, c'est à moi de travailler pour me faire pardonner. Très bien. Et là, c'est l'effet inverse, quoi. C'est pour ça que la paracha de Vaïgash, il faut la fermer. Ou il ne faut pas la lire. Parce que ce qu'a fait Yosef, c'était pas son boulot. Tu sais, je vais te dire un truc sympathique, écoute-moi bien. Quand Yosef, au départ, à 17 ans, il rêve. Il arrivait d'être roi d'Égypte. C'est ça qu'il arrive ou pas? Donc l'objectif de Yosef, c'était quoi? C'était celui qui va nourrir la terre entière. C'était l'objectif qu'Hachem lui avait donné. Mais est-ce que dans son rêve, il avait aussi rêvé qu'il allait corriger ses frères? Non. Tu sais ça? C'est un truc de malade. Hein. Ça veut dire qu'on lui a donné une nouvelle fonction qui n'était pas du tout l'objectif du départ, hein, a priori. Parce que ses frères ont fauté. Tu te rends compte de ça? Hachem, il a changé ses projets tellement c'est important d'aider les autres. Je sais pas si tu te rends compte de ça. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était nourrir la terre, enrichir l'Égypte, pour qu'on puisse un jour sortir d'Égypte, comme avait promis Hachem Abraham, Berichouj Gadol. Il fallait sortir avec des grandes richesses. Mais ça pouvait pas se faire si l'Égypte n'était pas riche. Et qui c'est qui va organiser ça? C'est Yosef. Donc ça, c'est le projet divin. Mais tout à coup, le projet divin, il change. Parce que les frères ont fauté. Tout à coup, Yosef, il se donne le droit et le devoir de corriger ses frères. D'aider ses frères. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à petite échelle, le clan Israël, il est composé de 12 hommes. À grande échelle, c'est 12 millions. 12 hommes, c'est pas comme 12 millions. J'ai compris. Mais la même raison qui va justifier le fait qu'Hachem, il n'est pas fier de voir les frères de Yosef fauteurs. Mais il n'est pas fier non plus de voir des millions de personnes fauteurs. Donc, si toi tu veux être un tzaddik, tu te mets dans la souffrance d'Hachem et tu dis qu'est-ce qu'il veut Hachem, qu'est-ce qu'il préférait Hachem, que l'autre il se débrouille alors qu'il ne sait pas se faire, ou moi qui ai eu l'intelligence qu'Hachem m'a donnée de voir ou de savoir que c'est pas bien, que je vais l'aider à s'en sortir. Parce que, un, pour lui, et deux, pour le kiddush Hachem que ça va engendrer. Ça vaut pas le coup? Mais là, il faut savoir faire reproche. Si tu ne portes pas la faute de ce que tu vas dire. Parce que s'il va répondre, tu lui as fait la honte. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas de dire la vérité qui fait honte. C'est de l'amener à avoir honte d'un mensonge. Il s'est menti à lui-même. Ou il sait pas, le pauvre, tu vois. Ou alors il s'est menti à lui-même. Mais il faut l'amener à penser, c'est dur. Par exemple, quand on fait des cours de Torah, l'objectif d'un cours de Torah, c'est d'amener une connaissance nouvelle. Mais quand j'introduis la connaissance et je me compare à ça, je me dis, mais je ne suis pas ça. Mais ça m'a permis d'être un autre. Et cet autre-là, c'est celui que je veux atteindre. Je veux être l'homme de la Torah. Je veux être l'homme qui ressemble à Abraham, Israël, Yaakov. Je veux être cet homme. Mais je suis cet homme en réalité. Seulement, je n'en suis même pas au courant. Donc j'apprends la Torah qui me permet de savoir qu'on est tous des tzadikim. Maintenant que je suis tzadik, maintenant que je le suis, mais je sais que je le suis, mais je vois bien que je ne le suis pas. Et ça crée un décalage. Et j'ai honte d'être cet homme. Vous avez compris? Et j'ai honte de ne pas être cet homme aussi. De ne pas être le tzaddik que je suis. Parce que je suis un tzaddik, évidemment que je suis un tzaddik. On est tous des tzadikim. Donc quand je vois que je suis en décalage, mais c'est pas possible de l'être si tu ne sais pas que tu es tzaddik.
Pas que tu es orgueilleux, mais sadique. Fier d'être, mais pas orgueilleux d'être. Je suis fier d'être quelqu'un. On est fier d'être juif. On est fier de savoir que Hachem, il nous a choisis. On est fier d'être ses enfants, on est fier. On n'est pas orgueilleux. C'est pas je revendique des choses. Eux, ils ont cru que quand Yosef il est arrivé, il a revendiqué d'être roi. Il dit tu vas régner sur nous. C'est de l'orgueil. Je dis non, c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Je suis fier d'être ce que je suis. Et eux l'ont pris dans l'orgueil et ils sont vexés. Il faut être fier de ce que nous sommes. Et c'est cette fierté qui nous fait dire que attends, j'ai pas envie d'être sale, j'ai pas envie d'être pas bien, j'ai pas envie même d'être reproché, ça m'intéresse pas, donc je vais faire un travail sur moi-même. Mais c'est parce que je sais que ce que je peux être qui me permet de m'auto-critiquer. Mais sinon, ben non, je me critique pas. Vous avez compris pas? Comme c'est que je m'autorisais à me poser des questions et à me remettre en cause, parce que je sais que je suis pas parfait. C'est pour ça qu'on dit d'un homme qu'il est un Talmid Chacham. Jamais Chacham. Talmid. C'est-à-dire tu l'élèves de la Chorma. Et là tu dis, tant que je suis l'élève, je peux apprendre. Mais si je suis Chacham, c'est fini. Si dans ma vie je suis le Chacham, je suis l'homme, alors on va faire un critique, mais non, je peux pas, je suis l'homme. Tu vois, ce braquage-là, comme si j'étais devenu quelqu'un, ça y est. Mais t'es pas devenu quelqu'un, t'es en devenir. Pourquoi tu te braques? Pourquoi tu t'empêches? Pourquoi tu nies, tu renies, tu vois? Mais non, accepte. Et c'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas être une autre personne. La personne sans la faute, la personne sans la mauvaise pensée, la personne sans la méconnaissance, la carence. Pourquoi? Tu veux pas être mieux? Ben, c'est ça qu'il faut dire, oui ou non? Donc je m'autorise à m'autocritiquer. Et c'est de cette manière, quand c'est ce fonctionnement-là qui me permet... Mais pour ça, il faut créer une conscience. Et inconsciemment, tu dois te dire, j'ai une irat shamaïm qui m'empêche de croire que je suis quelqu'un. Ou j'ai une avat Hashem qui fait que, quand je vois quelqu'un qui va pas, ben, par avat Hashem, je vais... Le projet divin qui est derrière, mais bien sûr que je vais l'entretenir. Ou parce que je sais qu'Hachem m'a donné cette connaissance, que je le remercie et je m'autocritique. Vous avez compris pas? J'ai peur de rater mon monde futur. J'ai peur de rater ma vie. Et cette peur de rater sa vie, forcément fait que, tu vois, c'est comme dans le travail. Il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on gagne de... Mais plus tu es performant, plus tu as des, et plus tu peux inspirer d'avoir des capitaux plus importants. C'est comme ça. Je dis non, on dit une petite voiture, un petit peu de matériel. D'accord, mais après te plains pas. Gilet jaune et machin, un truc. Bah oui, mais c'est ta faute. Ou c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je compris, mais peut-être que ce que tu as bien fait de te révolutionner, c'est bien, Razak. Parce que tu vois que les gens t'exploitent et tout. Bah, c'est bien, tu te révolutionnes, pas dire ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est bien, tu autocritiques la situation, c'est bien. Ah, il faut attendre qu'on te mette au SMIC, que tu commences à travailler. T'as compris? C'est pareil. Ça veut dire qu'il faut apprendre d'ici des choses importantes. Ouais. Que en couple, c'est très important en couple. Parce que là où il y a des enjeux, il y a toujours un problème de tension qui va faire que on va se défendre. En couple, avec nos enfants, en entreprise, là où il y a des tensions, ça va? Là, il y a des tensions, on ne sait plus comment faire, comment dire. C'est quoi être un patron? C'est pas évident. C'est trop gentil, profite. T'es trop dur, et ils vont dans ton dos, ils vont te faire des coups. C'est compliqué, vous comprenez ce que c'est compliqué? Quand tu travailles, mais forcément, tu vas t'entourer de gens, mais tu vas forcément faire des critiques et des reproches, évidemment, c'est comme ça. Et de la formule, c'est quoi la vraie formule? Comment je vais lui dire? Comment je vais faire? Quand je suis en couple, comment je vais dire à ma femme? Ou je vais dire, non, écoute, il y en a marre. Attends, je suis fier de moi, je vais lui dire en pleine figure, attends, il faut qu'elle me respecte, oh, ça va pas quoi. En fait, j'ai une nature. On a cette forme de virilité masculine. Hein? Non, mais on est... Vous savez, regardez. La nature, c'est les enfants. Il n'y a pas de... Il n'y a ni politique, ni intellect, il y a rien, zéro. Un enfant, ouais. Regardez dans une cour d'enfants comment les enfants jouent. Ben, les filles, elles jouent à la marraine, et les garçons, je vais te battre, c'est moi le plus fort, qui c'est qui court plus vite, on fait la course, on fait la course. C'est la concurrence, voilà. Parce que je suis fier d'être... J'ai cette virilité qu'une femme n'a pas. Donc, si une femme, elle comprend pas ça, ouais, quand elle va faire un reproche à son mari, de toute façon, il est viril. Il est fier. Ah, tu veux quoi? Tu vas être plus fort que moi? Non, mais tu rigoles, quoi. Inconsciemment, c'est ce que je pense, en fait. Mais tu peux pas être... C'est moi qui est plus fort que toi. C'est moi l'homme. C'est moi la virilité. Donc, quand tu fais un reproche, genre, moi, je suis... C'est toi qui vas m'éduquer.
C'est toi qui m'avais éduqué. Mais c'est moi qui vais gagner la course. Vous avez compris que cette nature que j'ai d'être un homme, elle renvoie chez moi l'incapacité à accepter ce qui se passe. C'est comme l'autre qui dit, non, on va faire la course, quand tu crois que tu vas me battre, à moi tu crois que tu vas gagner. La même chose qu'il y a 6 ans, il y a 40 ans. Seulement la différence, c'est le statut qui a changé. Mais c'est la même nature. Vous avez compris pas? Donc je vais me défendre, parce que ma nature, je suis un homme, je suis pas une femme. Donc quand une femme, elle sait ça, elle va faire attention, parce qu'il va se braquer. Il va évidemment que quand je vais lui dire ça, il va refuser. Mais si j'ai pas compris ce système-là, toute ma vie, je peux me planter. Mais qu'est-ce qui va se planter? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à force de cumuler des déceptions, ouais, et ben à la fin, la personne, elle en a marre. Et à la fin, c'est genre, évidemment, c'est comme ça. Tout ça parce que on n'a pas expliqué aux gens de quelle est la différence de nature et comment se gère la nature des gens. Une femme, c'est plus sensible. Un homme, il faudrait qu'une femme, elle comprenne qu'un homme est fier. Donc il vaut mieux mettre en avant sa fierté pour qu'il accepte de rentrer dans le jeu que je vais lui proposer de changer. Une femme, elle devrait louer son mari. Elle devrait dire à son mari, ouais, t'es super, des machins. Parce qu'un homme, il attend que ça. Là, j'envoie un message à moi. Ouais, c'est vrai. Un homme, il attend que ça. Parce qu'il est fier. Quand je dis à un type, tu es le plus fort et tout machin, tu vois, mais tu vois, si tu avais changé de basket, truc, si tu avais pris un autre ballon, tu aurais pu marquer des buts. Ah ouais, d'accord. Où les ballons? Où les ballons? Vous avez compris? Tu joues super bien au foot et machin. Quand tu dis, on va faire des équipes. Bon, bah ouais, lui, c'est le meilleur. Je prends. Le type, tout de suite, il est content, tu vois. Mais le dernier qu'on a choisi, tu dis, genre, je suis le dernier, tu vois. Ils voulaient pas de moi, les gens. Ah, c'est frustrant, vous avez compris. Mais je le sais que je suis pas fort, je le sais. Mais vous avez compris? Alors que l'autre, il est sûr qu'il est le plus fort. Je dis, bon, bah, tu joues bien au foot, c'est super, t'es mon équipe. Mais bon, je préfère que tu sois pas là, tu sois là-bas. Pourquoi? Parce que tu joueras mieux ici. Je te connais, tu joueras mieux. Je dis, ah, d'accord, super. Vous dites, tiens, entraîne-toi plus fort, muscle ton jeu, je sais pas. Dans le sport, c'est un exemple que je donne pour expliquer que c'est dans la vie, c'est comme ça. L'homme, il est fier de lui, donc il faut mettre en avant sa fierté en lui disant, super. Les enfants, c'est pareil. Tu dis, un enfant, il a pas réussi un truc, tu dis mais t'es intelligent, tu comprends vite, tu comprends bien, machin. Juste, je vais t'expliquer un truc qui va pas, c'est ta petite logique qui n'a pas compris. Mais dès qu'on aura corrigé ça, tu vas retrouver ta force. Ah ouais, comment ça? Je l'ai respecté, il me respecte, il m'écoute. Mais si je le respecte pas, il m'écoutera jamais. Donc il va se braquer, il va pas écouter. Donc je ne sais pas gérer la critique. Je ne sais pas gérer l'humain en fait. C'est ça le problème de la critique. Vous avez compris Yosef, comment il s'est retenu Yosef de ne pas les massacrer tous? Bah oui, parce que tout ce qu'il a subi à cause de ça, à cause de leurs erreurs, messieurs les erreurs, ouais, il va subir la vie qu'il a subie. En fait, il a compris qu'il n'a rien subi du tout, que tout ce qui a été pensé, ça a été pensé par Hachem. Il devait passer par ces étapes, pour lui et pour eux. Vous avez compris la différence? D'avoir l'humilité de laisser une place à Hachem dans ma vie, qui me permet d'accepter ce que j'ai vécu. Ouais. Que quand ma femme elle me dit un truc, d'avoir l'humilité que c'est pas elle qui parle, c'est Hachem qui parle à travers elle. Si elle s'est gourée, je lui dirai. Et c'est moi qui vais, Mina Shamaim, l'aider. Et si elle a raison, Mina Shamaim, je vais l'écouter. Parce que c'est ça qui va me changer. Si elle est malheureuse, c'est parce que je la rends pas heureuse. Alors Hachem me dit, bah, elle est malheureuse, qu'est-ce que tu fais? Ma mitzvah. Ou l'inverse. Elle s'est trompée à ton avis, à ton insu. Tu dis, bah, elle s'est trompée, je vais lui expliquer que c'est pas ça. Mais je fais dans l'intérêt de garder, d'entretenir quelque chose, pas de détruire. Parce que quand je casse, quand je critique, quand je machin, il faut savoir que ça va détruire. Quelque part. Mais est-ce que tu détruis pour reconstruire ou tu détruis pour détruire? C'est ça le problème. Vous avez compris? Quand je dis, ouais, il y a la vérité, machin. Mais moi, je peux me casser la tête. Moi, je suis efficace, direct. Je lui dis la vérité franche. Direct. Je dis, ok, mais franchise, des fois, c'est pas. Ça aide pas, hein. Parce que la personne, c'est un choc. Elle dit, attends, de qui il se prend pour qui, celui-là? Mes parents m'ont pas éduqué, c'est eux qui m'ont éduqué. Mais... Vous avez compris? C'est ça qui est important de savoir gérer ces situations, parce qu'il y a une conscience de l'homme, et il y a une partie inconsciente. Il y a une nature humaine. Elle est inconsciente, cette nature. Comme j'ai dit, le père et le fils, ouais, l'élève et le fils, le bon élève et le mauvais fils. Bon, je dis, je suis plus attiré par mon meilleur élève que par mon mauvais fils. Mais s'il y a un incendie, par réflexe, je vais sauver mon fils. Vous avez compris? Parce que de nature, la nature, c'est elle qui est inconsciente. Et cette nature, elle est plus forte que tout. Mais elle gère ma vie inconsciente. Et j'ai décidé des fois, par exemple, je peux ne pas être attiré par mon enfant,
parce que j'aurais tellement été fier qu'il soit bon, et comme il n'est pas, ben, c'est une manière, moi, de lui montrer que je suis pas content. Donc, inconsciemment, je lui fais la tête. Ou je suis pas attiré, ou j'ai pas d'attirance. Mais c'est inconscient. Parce que pourquoi plus lui que l'autre? Non, parce que l'autre, il est intéressant, lui, il est moins. Mais comme, en fait, c'est mon fils, c'est comme, un petit peu comme, essayer de comprendre ça. Quand il traque, il va vouloir absolument bénir Esav, et que son propre enfant le trompe, et c'est celui qui est dans la Torah, hein, il y a des contrastes, des contrastes énormes qui se créent dans sa tête. Parce que c'est mon propre enfant qui m'a trompé alors qu'il est dans la Torah. Tout est contrasté. La Torah, non, il y a l'honnêteté. Et là, c'est mon fils, en plus d'être dans la Torah. Tout explose. Oui, non. Il faut être fort pour dire, mais si Hachem existe et que j'ai vécu ça, c'est parce qu'Hachem, il n'était pas d'accord que je donne ma bracha à mon fils Esav. Il faut avoir une preuve, une force d'anava, une humilité, et de ne pas être victime des émotions qu'on a nous-mêmes créées, qui sont des émotions parentales et des notions de Torah. Elles contredisent ce que je vis, donc je vais m'énerver, je vais me mettre en colère, je vais le maudire. C'est dur d'accepter et de dire Gam Baruchiyeh. Mais ça, c'est possible que si tu acceptes la reproche, si tu acceptes d'être double, si tu acceptes qu'Hachem existe, pas dans ta connaissance, mais dans ton vécu. Parce que c'est pas pareil, vous avez compris ça? Mais ça, c'est à force de travailler sur soi. À force de travailler sur soi, qu'on est capable de se dédoubler et de faire exister Hachem dans sa vie. D'avoir les bonnes émotions qui vont faire que quand les Sarah va vouloir m'attaquer, je saurais quoi dire. C'est ça guérir dans la vie. Dans la Torah et dans la vie. Ça va. Tout ça, c'est logique, vous comprenez? Tout est logique, seulement il faut bien comprendre quels sont les enjeux et comment j'articule cette logique. Parce que quand je suis pas content, je vais lui dire. Mais bon, c'est pas forcément... C'est vrai que c'est vrai, c'est ce que tu dis est juste. C'est comme le Shonara, c'est vrai, mais c'est à soi. Ça va? C'est comme les Miraglim, ils ont dit, vous savez, il y a des géants, des machins, c'est la vérité, hein. Mais si c'est la vérité, donc Dieu, il s'est gouré alors. Puisqu'il a dit qu'il fallait rentrer. Ah, c'est bizarre, hein. Vous avez compris, pas? Bah oui, mais c'est la vérité qui t'intéresse, en fait. C'est pas la vérité, c'est la vérité qui t'intéresse. Et pour être vrai, il faut tenir compte de tous les paramètres. C'est pour ça que ce que SF il a fait, c'est très subtil, mais ça nous apprend, on apprend des choses ici. Quand je fais reproche, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, parce que si la personne à qui je vais dire, elle va répondre, j'ai fait une avéra, il faut pas. Donc comment je vais lui faire kavod pour qu'elle arrive à accepter ce que je vais dire, et qu'elle ne va pas répondre de quoi je me mêle. C'est ça qui est dur, vous avez compris? Et ça, c'est très important de bien le cristalliser et de bien vivre avec, parce que c'est ça qui nous sauve et qui sauve la situation. Si déjà tu veux aider les gens, alors aide-les en respectant les gens. Mais en couple et en machin, on est tellement familiarisé avec les choses, on est tellement agacé parce que c'est pas normal, qu'on fait la tête, on la voit balader, machin. Et à force de négliger cette relation, bah, la personne elle est dégoûtée, c'est comme ça. Et surtout de ne pas arriver à ça, parce que quand on arrive au dégoût, toutes les raisons émotionnelles qui vont s'introduire, de toute façon, c'est dégoûté, c'est fini. Il faut pas. Donc là, il ne faut pas attendre. Quand il y a des soucis, il faut s'asseoir et discuter respectueusement pour expliquer que le truc et arranger les choses de façon cohérente et pas de façon désobligeante. Parce que quand on dit les vérités, c'est des fois désobligeant. Faut faire attention. Razak ou Balour. Razak.